إيجابية إن شاء الله. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, l'armée multiplie les perquisitions à Baalbek dans la Bekaa au lendemain de la mort d'un soldat dans le quartier de Dar el-Wassiya lors d'un échange de tirs avec le clan local des Ja'far. Une délégation du Hezbollah à Pkerki, le siège du patriarcat maronite, le parti d'Hassan Nasrallah assure que Michel Aoun demeure l'unique candidat du 8 mars à la présidentielle. Également une délégation du courant du futur. Haïdar el-Abadi à Ramadi, la ville à l'ouest de Bagdad, libérée hier de l'État islamique. 2016 sera l'année des grandes victoires contre l'organisation radicale, promet le Premier ministre irakien. L'armée libanaise multiplie les perquisitions dans le quartier de Dar el-Wassiya à Baalbek dans la Bekaa. Plus tôt dans la journée, des commandos de l'armée s'étaient déployés autour et à l'intérieur du quartier de Charouané. Ces opérations interviennent au lendemain de la mort d'un soldat dans le quartier voisin de Dar el-Wassiya. Lors donc d'une série de perquisitions, le militaire est décédé lors d'un échange de tirs entre une patrouille et des membres du clan local des Ja'far. L'armée est à la recherche de suspects impliqués dans la fusillade qui avait donc coûté la vie à Sobhi et Nadima Fakhri à Pteidi. C'était en 2014. Une délégation du Hezbollah à Pkerki, le siège du patriarcat maronite, la délégation présidée par le chef du conseil politique du parti chiite, Ibrahim Amin El-Sayed, a rencontré le patriarche Bshara Raï. Également à Pkerki, vous le voyez, le ministre de la Justice, Ashraf Rifi, ainsi qu'une délégation du courant du futur. À l'écran, le député Ahmad Fatfat. Je vous l'annonçais également donc à Pkerki, une délégation du parti d'Hassan Nasrallah, présidée par Ibrahim Amin El-Sayed, donc le responsable du Hezbollah, lors d'un point de presse, a précisé et a redit l'engagement de son camp aux côtés du courant patriotique libre et le soutien indéfectible du Hezbollah à son fondateur Michel Aoun, qui selon El-Sayed demeure l'unique candidat du 8 mars à la présidentielle. De quoi rassurer le camp aouniste ulcéré par la candidature du chef des Marada, Sleiman Frangieh, à la magistrature suprême dans le cadre de l'initiative avancée par le leader du courant du futur, Saad Hariri. Dans le reste de l'actualité, en tout, 450 combattants et civils ont été évacués de 3 localités syriennes selon le représentant de l'ONU en Syrie. L'opération est un succès. Plus de 120 rebelles et civils, dont certains blessés, ont ainsi été récupérés à Zabadani, une ville encerclée par l'armée syrienne, proche de la frontière libanaise. Le groupe a été conduit par la Croix-Rouge à l'aéroport de Beyrouth pour rejoindre via la Turquie les zones rebelles du nord de la Syrie. Axel Simon et Cédric Ferreira nous en disent plus. L'imposant convoi se fraye un chemin vers les terminaux de l'aéroport de Beyrouth. À bord des autocars, sous la supervision de la Croix-Rouge, une centaine de combattants rebelles de Zabadani, une ville à 30 km de Damas, assiégée depuis des mois par l'armée syrienne. Pour la plupart des combattants, direction la Turquie. De là, ils pourront regagner les zones de guerre en Syrie via la frontière turque ou rester se faire soigner dans le pays. Une autre opération d'évacuation s'est déroulée parallèlement, celle de plus de 300 civils et miliciens retranchés dans 2 villages chiites du nord de la Syrie, Al-Foua et Kefraya, des villages assiégés par la rébellion mais encore sous contrôle de Damas. Ces évacuations ont été rendues possibles grâce à des accords trouvés entre le régime et les belligérants, conclus sous l'égide des Nations Unies avec le soutien de l'Iran et de la Turquie. Il y a quelques semaines, un accord semblable avait déjà été conclu à Homs. Ces trêves sont perçues comme des signes encourageants avant les pourparlers de paix prévus fin janvier à Genève entre l'opposition syrienne et le régime de Damas. Il était l'une des nombreuses voix de l'opposition anti-Daesh. Le journaliste et activiste syrien Naji Jarf est tombé d'une balle dans la tête dans la ville turque de Gaziantep, frontalière de la Syrie. Naji Jarf, 37 ans, originaire de la ville de Salamaye, venait de réaliser un documentaire sur l'État islamique à Alep. Plusieurs dizaines de personnes réunies autour du cercueil de Naji Jarf. Parmi elles, sa famille, mais aussi de nombreux activistes du collectif Raqqa est massacré en silence.
Le journaliste syrien faisait partie de cette organisation opposée au groupe État islamique. Dimanche dernier, le collectif a annoncé l'assassinat de l'activiste sur les réseaux sociaux. Pour ses proches, l'identité du coupable ne fait aucun doute. Il aimait son pays. Il était en train de réaliser un documentaire sur le groupe État islamique et il était sur le point de le finir. Avant que le documentaire ne soit diffusé, il a été tué. L'État islamique est responsable de son assassinat. Naji Gerf était connu pour son opposition au régime syrien et son hostilité au groupe État islamique. Même si des partisans de l'organisation djihadiste se sont réjouis de sa mort sur les réseaux sociaux, pour le moment, son assassinat n'a pas été revendiqué. Les autorités turques ont ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de sa mort. Ce n'est pas la première fois que des activistes syriens sont visés en Turquie, là où sont regroupés plusieurs médias d'opposition en exil. Fin octobre, l'organisation d'État islamique avait revendiqué l'assassinat d'un jeune militant syrien et de son ami. Et comme chaque année, Reporters sans frontières publie son bilan des journalistes détenus, otages et disparus. En 2015, 67 confrères ont été tués dans le monde. L'Irak, la Syrie et la France sont les pays considérés comme les plus dangereux pour notre profession. RSF dénombre 9 journalistes tués en Irak, autant en Syrie et 8 en France, parmi les 12 victimes de Charlie Hebdo qui a eu lieu, souvenez-vous, c'était le 7 janvier dernier. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de l'info. En Irak, le Premier ministre Haïdar el-Abadi s'est rendu ce mardi à Ramadi, la ville à l'ouest de Bagdad, reprise dimanche par les forces gouvernementales. Après plusieurs mois de siège, il a promis que 2016 serait l'année des grandes victoires contre l'organisation radicale. Ramadi, libéré. Après 6 jours d'intenses combats, ces soldats irakiens célèbrent la victoire. Ils affirment avoir repris le contrôle de la ville. En témoigne ce drapeau noir, blanc et rouge dans le centre-ville. Si 2015 a été l'année de la libération, 2016, si Dieu le veut, sera l'année de la victoire finale et de la fin de la présence de Daesh sur le sol irakien. En juin 2014, les forces irakiennes avaient connu une humiliante déroute. Elles avaient perdu de vastes pans du territoire après une offensive fulgurante des djihadistes. Mais depuis la libération de Tikrit au nord de Bagdad en avril dernier, l'armée irakienne resserre l'étau autour de l'organisation de l'État islamique. La reconquête de Ramadi, à 130 km à l'ouest de la capitale, permet à l'armée de redorer son blason. La reconquête de Ramadi est un tournant stratégique dans la lutte contre le groupe extrémiste. Cela a créé des conditions favorables aux forces gouvernementales irakiennes pour avancer vers Mossoul. Mossoul, c'est dans cette ville qu'en juin 2014, les djihadistes se sont implantés. C'est la plus grande ville du nord, la deuxième du pays. Et cette bataille s'annonce plus compliquée que celle de Ramadi. D'abord parce que la ville a été transformée en forteresse par les djihadistes. Ensuite car les civils sont encore nombreux sur place, ce qui complique la tâche de l'armée irakienne. Mossoul est aussi une importante source de revenus pour l'organisation de l'État islamique. Elle va donc tout faire pour garder ce fief. Ehud Olmert, 70 ans et Premier ministre israélien de 2006 à 2009, s'apprête à passer 18 mois derrière les barreaux. L'ancien chef de gouvernement a été condamné par la Cour suprême d'Israël pour corruption et abus de pouvoir. Le 15 février 2016, pour la première fois de l'histoire du pays, un ancien Premier ministre va faire de la prison. Ehud Olmert continue à proclamer son innocence et à la sortie du tribunal ce matin, vous le voyez, il a réaffirmé que jamais il n'avait reçu de pot de vin. Il n'a pas plus d'autre recours qu'une improbable grâce présidentielle. Ce 29 décembre, au moins 21 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans un attentat suicide à Mardan, c'est dans l'ouest du Pakistan. Un kamikaze a foncé en moto sur les bureaux d'un organisme gouvernemental. C'est une branche du TTP, le mouvement taliban pakistanais, qui a revendiqué cet attentat. L'organisation promet de continuer à s'en prendre aux institutions de l'État pakistanais. Islamabad mène effectivement une offensive contre les talibans et d'autres groupes armés dans le nord-ouest du pays, le long de sa frontière avec l'Afghanistan.
La Guinée célèbre la fin de l'épidémie Ebola qui a frappé le pays depuis décembre 2013, faisant des milliers de morts et de déplacés. Une annonce faite en grande pompe par l'Organisation mondiale de la santé et les autorités ce mardi à Conakry. Un grand soulagement est perceptible au sein de la population du pays. Axel Simon nous en dit plus. Nubia a survécu. Elle est née infectée par le virus Ebola. Cet enfant est le dernier cas connu d'Ebola en Guinée. Elle a contracté le virus par sa mère qui, elle, n'a pas survécu. L'enfant, âgé de 2 mois, est aujourd'hui guéri. Son père la rencontre pour la première fois. Je ne l'avais jamais vue depuis sa naissance et aujourd'hui, je peux la prendre dans mes bras. Elle a pu être mise entre les mains de ses médecins qui ont pu la soigner. Cela me rend très heureux et cela rend aussi heureux le peuple de Guinée. La Guinée est officiellement libérée du virus Ebola. En clair, aucun cas d'infection connu des autorités médicales n'est plus recensé aujourd'hui, 6 semaines après la guérison de son dernier petit patient. C'est au sud de la Guinée que l'épidémie s'est déclarée en décembre 2013, puis s'est rapidement étendue. Le virus Ebola contaminera 2 pays limitrophes dès mars 2014, au Libéria, puis en Sierra Leone 2 mois après. À partir de l'été 2014, ces pays prennent des mesures d'exception, l'état d'urgence, le confinement de la population et la mise en quarantaine de nombreuses régions. Au Libéria, la fin de l'épidémie a été proclamée en mai puis en septembre avant des résurgences du virus. La Sierra Leone a été libérée de l'épidémie le 7 novembre dernier. Cette épidémie d'Ebola fut la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976. Elle a fait plus de 11 300 morts. C'était une figure du rock. Le chanteur et bassiste du groupe Motorhead, Lemmy Kilmister, est mort à son domicile de Los Angeles des suites d'un cancer foudroyant, diagnostiqué il y a 2 jours. Il venait tout juste de fêter son 70e anniversaire. Son décès a été annoncé sur la page Facebook du groupe, où de nombreux fans ont posté des photos de leur idole et rendu hommage à celui qui était considéré comme l'un des pionniers du heavy metal, Ludovic de Foucault. Lemmy, pour beaucoup de monde, c'est l'incarnation du rock'n'roll. Vous savez, il ne s'agit pas seulement de musique, mais d'attitude. Jusqu'à 70 ans, il n'a fait aucun compromis. Un look reconnaissable entre tous, un mode de vie excessif, une musique agressive. Lemmy Kilmister, bassiste et chanteur de Motorhead, a été emporté par un cancer foudroyant dimanche, un jour seulement après que la maladie a été diagnostiquée. Le rocker britannique, qui dit avoir commencé la musique pour tomber les filles, a inspiré des générations de musiciens. Il a grandi avec les Beatles. Il a été roadie pour Hendrix. Son premier groupe, Hawkwind, jouait un genre de rock psychédélique. Il a fait un mélange de tout ça pour trouver un son très lourd et agressif, et ça a mené au métal. Ça a inspiré des groupes comme Slayer ou Metallica, mais au fond, Motorhead, c'est du rock'n'roll. Parmi les nombreuses citations attribuées à Lemmy, en voici une. Si tu crois être trop vieux pour faire du rock'n'roll, c'est que tu l'es. Nouvelle éruption spectaculaire du volcan Colima dans le sud-ouest du Mexique. Des colonnes de fumée, vous le voyez, se sont élevées à plus de 2000 km d'altitude. Le pays compte plus de 3000 volcans, mais seuls 14 d'entre eux sont actifs. Colima est quant à lui situé sur le cercle de feu du Pacifique. Et c'est sur ces images que l'on se quitte. Tout de suite, le rappel des titres. L'armée multiplie les perquisitions à Baalbek dans la Bekaa au lendemain de la mort d'un soldat dans le quartier de Dar el-Wassiya lors d'échanges de tirs avec le clan local des Jafar. Une délégation du Hezbollah à Pierki et une délégation du courant du futur pour présenter leurs vœux au patriarche maronite. Haïdar el-Abadi à Ramadi, la ville à l'ouest de Bagdad, libérée hier de l'État islamique. 2016 sera l'année des grandes victoires contre l'EI, promet le Premier ministre irakien. Bonne soirée, à demain. الأجواء إيجابية إن شاء الله.